C'était une mamée, comme on dit là-bas, à peu près parfaite, le sourire toujours aux lèvres. Alors on allait s'occuper des lapins, des poules, on cueillait des framboises. Et on passait surtout des heures entières sur une terrasse. Et puis quand je sentais que le moment était venu, je lui disais Mamé, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ton grand-père qui était allé faire cuire du pain au village ? Et elle m'expliquait que son grand-père, à cette époque, ils étaient très pauvres, donc quand le village allumait le four pour cuire le pain, tout le monde, des maisons environnantes, allait au four pour cuire leur pain. Donc son grand-père était parti avec sa pâte à pain dans son torchon, et il avait dû traverser un sous-bois. Il avait passé la journée au village, il avait cuit son pain, et quand le jour avait commencé à décliner, il s'était ramassé, comme on dit dans les Cévennes, ça veut dire rentrer chez soi. Et quand il commence à rentrer dans ce sous-bois enneigé pour rentrer chez lui, et là, Élise se retournait vers moi comme ça, pour la première fois, et elle me disait, il a senti que quelque chose le suivait loin derrière lui. Oh les gars, oh Dieu, j'étais extraordinairement terrorisé. C'était génial. Slasher. C'est un mot redoutable, ça. Rien que par sa sonorité, déjà... Slash! Ce mot en français pourrait se traduire par poignardeur, empaleur, surineur, écorcheur même, ou tout autre terme qui pourrait évoquer un meurtre à l'arme blanche. Le plus souvent commis par un assassin au visage masqué ou bien défiguré, avançant dans l'ombre, à l'abri du regard de tous. Et bien évidemment, s'attaquant à de jeunes âmes, adolescentes, ne pensant qu'à coucher ensemble et à faire la fête. Ouais. Dit comme ça, ce sous-genre de l'horreur peut paraître bien plat, ou quelque peu puéril. Mais vous verrez que sous les masques se cachent bon nombre de secrets. Remontons à la genèse. Je ne peux pas vous parler de slasher sans évoquer avant le giallo. Un genre principalement italien, oscillant entre le thriller et l'horreur, passant par le fantastique et parfois même l'érotisme. Donnant un aspect très graphique et coloré au meurtre, commis le plus souvent par un mystérieux tueur au gant noir, et dont les victimes sont quasiment tout le temps de jeunes femmes. Ce genre a connu son apogée dans les années 60 et 70, s'essoufflant petit à petit dans les années 80, notamment et surtout à cause du succès grandissant de ces fameux slashers. Bien que ces derniers aient étouffé les gialli, il est important de se souvenir qu'ils leur doivent toute leur inspiration, reprenant leur goût pour le gore et cette manière d'esthétiser des cadavres humains. La différence entre slasher et giallo est assez ténue, mais je dirais que c'est surtout la notion d'enquête. La plupart du temps, dans les gialli, le meurtre mène à une forme d'investigation, et le ton de l'histoire tire plus au polar qu'à l'horreur. En extrapolant, je pourrais dire qu'on s'approche parfois plus d'un Sherlock Holmes que d'un Jason Voorhees. Mais dans ce cas, quel est le premier slasher ? Eh bien, ni moi, ni même les personnes les plus calées sur le sujet ne pourraient vous donner de réelles réponses. Une grande partie des gens s'accordent à dire que c'est La Baie Sanglante, sorti en 1971 et réalisé par Mario Bava. Mais la limite entre le giallo et le slasher y est encore très fine, car bien que l'on suive, entre autres, un groupe d'ados se faisant tuer les uns après les autres dans des conditions atroces, le scénario met surtout au centre de l'histoire une affaire d'héritage familial dont tout le monde cherchera à tirer un avantage. J'ai bien dit, tout le monde. Ici, la notion qui prime est celle de suspense, de mystère. Qui est ce tueur ? Pourquoi commet-il tous ces meurtres ? Alors qu'avec le slasher, on est souvent plus confronté à une notion de fatalité. La menace est là. Elle vous voit, elle vous approche, elle vous attrape.
et vous ne pouvez rien y faire. Parti de ce principe, beaucoup d'autres personnes pensent que le premier du genre est Black Christmas, sorti en 1974 et réalisé par Bob Clark. Et en effet, la notion de fatalité est bien plus présente, car nous, spectateurs, sommes témoins des meurtres commis par un homme dont même en fin de film nous ne connaîtrons pas l'identité ni même les réelles motivations. Nos personnages subissent des horreurs, essayent de se débattre, mais ne peuvent qu'abandonner face à l'angoisse que provoque cet invisible assassin. Des films de slasher, il y en a eu des centaines, et essayer de les classifier n'aurait pas beaucoup de sens, car on ne juge pas la qualité d'un film à son genre. En revanche, ce que j'aime faire, c'est, tel un Deeper Pines, m'aventurer dans des forêts macabres à la recherche de tueurs psychopathes pour trouver la réponse à une de mes plus grandes questions. Pourquoi, alors qu'il devrait être repoussant, provoque-t-il en moi cette exaltation qui m'inspire et me donne envie de conter des histoires au coin du feu? Pour y trouver un semblant de réponse, j'ai préparé 5 dossiers, afin d'étudier ces fameux bonshommes qui hantent mon esprit. Alors, bien sûr, cette liste n'est pas objective, hein, pas du tout. Mais elle représente assez bien mon flot de pensée. « 1974. L'Amérique se voit encore une fois confrontée à un massacre terrible dans l'État du Texas. Ce sont ici de jeunes gens qui ont péri dans d'atroces souffrances. Eux qui n'avaient rien demandé et prônaient des valeurs pacifistes. Après des années de censure, c'est en 1982 que peut enfin sortir le cultissime Massacre à la tronçonneuse en France. Instantanément décrié par la critique, le film plaît à certains et déplaît fortement à d'autres. Mais dans les deux cas, il marque les esprits. Tobe Hooper pousse les codes de l'horreur dans ses plus profonds retranchements. Avec ses tout petits 140 000 $ de budget, il nous offre un doux mélange de less is more et de passages cauchemardesques rythmés de cris incessants. Ici, on ne prend pas soin du spectateur. On le maltraite et on l'enferme avec cette famille de cannibales. En sous-texte, on nous dépeint un pan oublié des États-Unis. Un côté plus agressif, plus conservateur, à une époque où la liberté d'expression prend une grande place dans la jeunesse, notamment avec les mouvances punk et hippie qui remettent en cause les valeurs d'autrefois. Dire que ce film est une satire serait un doux euphémisme. On a ici affaire à une œuvre réellement provocatrice, qui bouscule les codes d'un spectateur parfois trop sensible. Ouais, pas étonnant que ça ait déplu. Bon. Voyons voir. Bien que la dernière séquence soit quasiment insupportable à regarder, on aime quand même voir danser ce Golgoth à tronçonneuse. On aime le voir poursuivre cette jeune femme dans les bois, elle qui ne pourra jamais lui échapper. Tout comme le spectateur ne pourra échapper à la culpabilité qu'il ressent face à la critique faite par Tobe Hooper. C'est en commençant son film de façon presque documentaire qu'il pointe du doigt cette morbide attirance que le public porte aux faits divers et à la surexploitation de réels massacres dans les médias. Le personnage de Franklin en est un bon exemple. Lui, qui est fasciné par l'horreur des abattoirs et passe son temps à tripoter son couteau comme très étrangement excité par la violence humaine. Ce slasher, c'est une punition. De quoi nous mettre face à nos propres vices. Leatherface. Il est montré ici comme le principal fautif. Intéressant. S'il peut au premier abord paraître comme le vrai monstre, c'est bien la famille qu'il est d'un point de vue métaphorique. Ce grand gaillard, lui, n'est qu'un énième enfant élevé dans la brutalité des États-Unis, dressé pour tuer et non penser. C'est un chasseur, c'est un boucher. Essayez de l'affaiblir avec vos codes moraux, ça ne sert à rien. Lui, il obéit à ses pairs, c'est tout.
Voilà ce qui fait son mysticisme. Voilà ce qui fait l'essence de ce tueur, ne découvrant sa joie que dans les viscères humaines. Celui-ci est un cas très spécial, et sans aucun doute, mon préféré. « 1978, Haddonfield. » Nous sommes le 31 octobre. Les enfants enfilent leurs costumes pour aller faire des farces à tous les voisins. Les adolescents, eux, préparent les bières pour faire la fête. Seulement, dans cette foule de jeunes âmes innocentes se dissimule un usurpateur, dont on ne peut entendre qu'un petit souffle, à peine perceptible, mais qui, lorsque l'on prête attention, se révèle glaçant. Pour vous conter cette histoire correctement, il me faut remonter des années plus tôt. Un petit garçon enfile ce que vous, pauvres humains, appelez un masque. Il monte doucement les escaliers et s'immisce dans la chambre de sa grande sœur Judith. Il la transperce alors de 8 coups de couteau, sauvagement, sans aucune pitié, sans aucun réel but. Un banal couteau de cuisine, comme on peut en trouver chez vous. Lorsqu'il sort, ses parents l'arrêtent, s'inquiétant de la situation, et lui enlèvent son masque. Mais est-ce réellement un masque? Ou plutôt l'identité qu'a choisi de porter cette âme démente pour ne plus avoir à ressembler à un humain? Vous aimez vous faire peur le 31 octobre au soir. Mais au fond, ce n'est qu'une fête. Voici le vrai visage de la peur. Voici le vrai visage d'Halloween. Lorsqu'il écrit ce script avec Debra Hill, John Carpenter choisit de surnommer son tueur The Shape. Un nom curieux pour un personnage qui pourrait paraître au premier abord comme un simple homme déguisé. Mais c'est là qu'on se fait duper. Car ce n'est qu'une forme que prend cette entité pour se fondre dans la masse le soir où on aime se faire des farces. Une forme au visage livide, pâle, singeant un aspect humain pour profiter de la crédulité de jeunes adolescents et provoquer l'horreur que mérite réellement cette fête. C'est au cours de plusieurs plans séquences ingénieux que Carpenter nous fait ressentir l'aspect lancinant de son personnage. Ce dernier, qui ne se presse pas d'avancer, car il a l'éternité devant lui pour accomplir son devoir. Tous les personnages survivants à ces attaques ont choisi de croire en lui, de croire au mal. Alors, croyez, messieurs, dames, croyez en l'horreur, croyez au slasher, car il peut se cacher en chacun de vos proches. Il faut réveiller son âme d'enfant pour pouvoir se préparer à la venue de ce spectre. Car il viendra, c'est sûr, et vous ne pourrez que le repousser maladroitement pendant un instant, jusqu'à ce que vienne le prochain Halloween. Une idée ne meurt jamais, et peut prendre n'importe quelle forme. Alors, prêtez attention à n'importe quel coin d'ombre chez vous. Méfiez-vous de cette sensation de souffle dans votre dos, et doutez même de vos amis les plus proches, lorsqu'ils essaieront de vous faire une mauvaise farce. Je m'attaque là à un gros bébé. Bon nombre d'histoires contées à son sujet, plus ou moins qualitatives, et surtout, un tableau de chasse hors norme. Plus de 130 meurtres à son actif. Ça, c'est bien le fils de sa mère.
En 1980, tout adolescent ayant aimé Psychose, La Baie Sanglante, Massacre à la tronçonneuse et surtout Halloween pourront aller voir au cinéma leur copie bâtarde. Friday the 13th. On entre dans l'âge d'or du slasher. En effet, après le chef-d'œuvre de Carpenter, d'autres studios y voient un intérêt financier. C'est pourquoi le premier Vendredi 13 a une qualité somme toute assez passable. Mais ce qui marque les esprits, c'est son retournement de fin. On y découvre la tueuse, Pamela Voorhees, vengeant la mort de son petit garçon noyé, dont elle estime les coupables être tous les moniteurs de vacances qui, selon elle, s'adonnent à de stupides jeux et préfèrent coucher ensemble que de réellement faire leur travail. Jason was my son, and today is his birthday. Alors que la Final Girl vient à bout de sa persécutrice, elle s'adonne à un moment de calme sur le lac. Le spectateur pense tout comme elle que le cauchemar est fini. Mais un autre twist vient lui sauter au visage. Jason est encore là. Comme une sorte de mort-vivant, de zombie. Ou peut-être n'est-ce que son esprit après tout. Ou simplement sa légende. L'aura de Jason émane de ce principe. Bien que factuellement cette saga ne soit qu'une gigantesque machine à fric, on peut voir en ces films et en ce tueur quelque chose de plus profond. Jason est un épouvantail, dont nos protagonistes sont les corbeaux. Il sert de menace. Seulement, les corbeaux passent leur temps à envahir Crystal Lake. Encore et encore. La finalité est constamment la même. Le grand monstre gagne toujours. Bien qu'il se fasse souvent maltraiter, et même parfois carrément assassiner, il trouve à chaque fois le moyen de revenir dans tout un tas d'autres contes. Car au fond, il est un réceptacle à histoire. Comme un jouet pour des gosses, ou une légende pour un peuple. Il y a tout un mythe qui plane autour de Jason Voorhees, et qui continuera à exister tant que les hommes aimeront narrer des histoires. Il représente assez clairement l'esprit des slashers. Un bref instant, jouissif, où ce véhicule de l'horreur punit en mise en abîme d'autres gens qui aiment se faire peur au coin du feu. À lui seul, au travers de toutes ses fables, il construit un folklore. Une sorcière. Si par tout hasard vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un être s'adonnant en secret à de la magie occulte, ne prêtant aucune pitié aux âmes humaines et s'en servant pour ses nombreux rites. Si l'on suit une logique moyenâgeuse, il est bon de mettre au bûcher ce cauchemar ambulant pour éradiquer le mal, le brûler vif. Tous les tueurs que nous avons vus jusque-là s'attaquent à des adolescents ou des adultes. Mais comment réagiriez-vous si l'un d'entre eux abusait de vos enfants? N'auriez-vous pas envie de lui foutre le feu, de le cramer vif comme une vulgaire sorcière? Eh bien, c'est ce qu'ont choisi de faire les parents habitant à Springwood. Un soir de 1968, c'en était trop. Une horde de parents enragés finirent par mettre la main sur le psychopathe qui avait marqué de ses sales griffes leur pauvre progéniture. Alors que la chair de ce monstre se consumait dans les flammes, ils décidèrent de garder le secret
et qu'ainsi justice était faite. Mais des années plus tard, en 1984, il revint pour hanter les rêves de tous les enfants qu'il n'avait pu avoir. Freddy Krueger, avec son visage calciné, son chapeau et son pull démodé, et surtout son gant tranchant, il évoque un père fouettard, un croque-mitaine, Krampus, Baba Yaga, un démon. Créé à la base par le regretté Wes Craven, Freddy est un des plus complets tueurs de slasher. À la manière d'un Jason, il est passé entre plusieurs mains. Mais ses suites, aussi mauvaises que bonnes, ont toutes quelque chose d'intéressant, étoffant le mythe avec bon nombre d'éléments. Que ce soit dans les recherches visuelles, dans le développement des protagonistes, ou dans tous les meurtres commis par ce truand, cette saga regorge de créativité. On a ici affaire à un être impalpable, qui peut tordre les limites du rêve dans tous les sens. Ce parasite qui mange votre cerveau et votre énergie vitale. Il est imposant et paraît presque implacable. Seulement, dans le premier opus, Nancy réussit à le repousser en lui tournant simplement le dos et en refusant sa présence. Curieux. Et ça paraît presque trop facile. Ou alors peut-être que Freddy n'est pas exactement ce dont il a l'air. Si on lit entre les lignes, Freddy est l'incarnation d'un traumatisme. C'est un intrus qui empêche ses adolescents de dormir, qui provoque leur décrépitude, puis leur mort. Ça explique tous ces parents taiseux, refusant de voir le vrai mal qui hante leurs enfants, en partie d'ailleurs provoqué par eux. Ce psychopathe vicieux s'accroche à notre inconscient et bouleverse nos émotions, lacère de ses 4 lames notre innocence et rend notre quotidien invivable, ne laissant derrière lui que des cris et des pleurs, signés de son rire cauchemardesque. Passons au dernier membre de ce groupe macabre. De tous, il est le plus évocateur. Et je pense même qu'il est à la genèse de leur existence. Little pigs, let me come in. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Pas le seul, j'imagine. Et en fait, quand on dit la peur du noir, c'est donc la nyctophobie. C'est pas vraiment la peur de l'obscurité, c'est la peur de ce que l'obscurité peut dissimuler. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose, c'était Zeke Midas, le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney, avec son museau extrêmement long, son nombre de dents incalculable, curieusement son chapeau haute forme cassé, sa salopette rapiécée, sa petite valise de médecin, de marchand, je ne sais pas, abîmée aussi, et une paire de gants blancs. J'étais fondamentalement horrifié par Zeke Midas. Je vois quelques sourcils se lever derrière votre écran. Ouais. Nous allons littéralement parler du grand méchant loup. Mais ce n'est pas un tueur de slasher, me répondrez-vous. Laissez-moi plutôt développer. Depuis notre enfance, nous avons été élevés à craindre un grand méchant loup, à nous méfier d'une potentielle menace, absolument partout. C'est une figure simple et efficace
compréhensible par tous, rien qu'à son appellation. Et ce prédateur évoque une faiblesse humaine ancestrale, la peur. Zekemidas, le grand méchant loup, il y a plusieurs solutions. Soit il nous fait peur parce qu'il rôde, soit il nous fait peur parce qu'il attend, soit il nous fait peur parce qu'il est déguisé, peut-être avec les vêtements d'une victime à lui, un médecin, un riche marchand. Et qu'est-ce que c'est le message aux enfants là-dedans? Le message, c'est quoi? Il faut se méfier des gens qui rôdent ou qui se font passer pour respectables, pour en profiter pour vous approcher. C'est probablement quelque chose comme ça. Qu'ils soient masqués ou défigurés, tous les protagonistes de ces dossiers se démarquent par leur aspect atypique, au-delà de tout code sociétal, comme pour nous narguer un instant avant de faire bouillir en nous cette fameuse faiblesse. Un déguisement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est mystérieux, c'est très étrangement attirant. Et dans ce cas précis, c'est révélateur d'un caractère. Toujours lié à l'enfance. Que ce soit par le côté simplet de Leatherface, la spontanéité presque naïve avec laquelle Mike Myers commet tous ses meurtres, ou la puérilité de Jason Voorhees. Parfois, comme avec Freddy Krueger, Zekemidas et même Chucky, pour en citer d'autres, c'est beaucoup plus vicieux. Ils se servent en effet de diverses légendes que certains enfants croyaient erronées pour pouvoir les approcher de plus belle. Dans tous les cas, il est difficile de résister quand la peur frappe à la porte. La théorie qui me plaît, moi, en ce qui concerne Zekemidas, je vous la donne, c'est qu'il ne s'est pas déguisé. C'est que ce sont ses habits. Et qu'il avait peut-être un statut, ce type-là. Marchand, médecin, notable, et qu'il l'a perdu. Et ça, moi, ça me fout une trouille bleue. Et c'est peut-être ça le message aux enfants. Méfiez-vous des gens qui avaient un statut, qui l'ont perdu et qui ne l'admettent pas. Voilà un aspect intéressant de cette figure, qui s'applique en effet à certains, comme avec la famille de Leatherface, dont la fermeture de l'abattoir dans lequel ils travaillaient a provoqué leur chute. N'acceptant pas ce nouveau statut et l'évolution des mœurs, préférant donc se repaître de viande humaine. Ce qui explique en partie la présence de ce masque fait de peau. Leatherface essaye de faire vivre un cadavre. Il aimerait faire pleinement partie de la famille sans être tabassé. Alors il tente maladroitement de recréer une figure maternelle. Michael Myers, lui, refuse qu'on le voie tel un humain, car ils sont faibles et peureux. Lorsqu'il s'est fait enfermer à l'asile, il a perdu son aura de fantôme, seulement pendant un instant, mais il compte bien venir la récupérer. Pamela Voorhees n'accepte pas la mort de son petit garçon, le faisant revivre à travers sa démence et créant autour de lui toute une légende. Failure. I'm not pretty, or naturally pleasant, or friendly. I'm not smart, or funny, or confident. Jason, Mother is talking to you. I'm exactly what Mama said I was, weak. What is wrong with me? Please just tell me so maybe I can get better. I don't want to end up like Mom, or I want to be dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I want what they have so badly. To be perfect. To be loved from as many people as possible to make up for all my time spent suffering. At first, it was only animals smaller than myself. Nothing but feelings, nothing that could hurt me back. Felt good. Killing's easier than you'd think. Les cas de Krueger et Zekemidas sont différents. Eux, ils aiment se nourrir de nos peurs, se revigorer et aspirer cette énergie. Une faiblesse. La peur. C'est la raison même qu'ont les slashers d'exister. Ils sont des apparitions, des incarnations, reflétant cette part ancestrale de nous sans laquelle nous ne pourrions ressentir ni courage, ni même joie. Toute œuvre est faite pour marquer, pour toucher, et la peur en est un très bon moyen. Car de cette sensation émane créativité, liberté absolue, et il faut un courage hors norme pour se confronter à toutes ces allégories.
encore plus même pour les contempler. Qu'on le veuille ou non, notre âme est faite de peur, et nous avons tous un petit croque-mitaine qui se matérialise dans nos pensées. Tous ces slashers sont des figures cathartiques, servant d'exutoire et nous confrontant à nos pulsions. Car cette épouvante ne nous quittera pas de sitôt, et ces personnages en portent désormais le visage. Si le grand méchant loup ne peut pas se repaître des 3 petits cochons, alors, croyez-moi, il restera implanté dans leur crâne. I saw the boogeyman. I saw him outside. There is so much more the body can be made to feel. What's your favorite scary movie? Killer, mommy. Killer. Whatever you do, don't fall.